Top Top Mom! Bienvenue dans le 5e épisode de ton Feel Good balado du Motherhood, Top Top Mom et compagnie. Je reçois aujourd'hui Stéphanie de Bulle et Pirouette et on jase du comment est-ce possible d'ajouter un peu de douceur à notre maternité. Let's go! C'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'immense honneur de m'entretenir avec Stéphanie de chez Bulle et Pirouette. Bonjour Stéphanie. Allô Marie-Pierre. Ça va bien aujourd'hui? Oui, toi? Ça va très bien, merci. Donc, d'entrée de jeu, pour les Top Top Moms qui ne te connaissent pas, je vais te demander de te présenter autant au niveau personnel que professionnel, ton parcours. Qui es-tu et qu'est-ce que Bulle et Pirouette? Oui. En fait, je suis maman de 2 enfants. Donc, ma plus vieille, là, au moment où on enregistre, est rendue à 10 ans, presque et demi. Mon garçon, il a 7 ans. Donc, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans l'intervention. Je suis diplômée en travail social en éducation spécialisée. Puis, depuis 2016, en fait, ben, je suis propriétaire de Bulle et Pirouette, qui est une entreprise qui accompagne les familles avec différents enjeux qui entourent la parentalité. Donc, comme toi, le sommeil, mais aussi tout ce qui touche la parentalité positive, l'intervention. Puis, ce qui démarque, en fait, Bulle et Pirouette, c'est que je me suis associée avec plus que 20 experts dans la périnatalité. Donc, on a aussi des capsules sur l'alimentation, sur le burn-out parental, sur l'allaitement. On a des capsules de chiro, d'ostéo, de physio. On a vraiment là, une belle diversité. Donc, Bulle Pirouette, initialement, on avait pignon sur rue à Varennes, sur la rive sud de Montréal. Puis avec la COVID, ben, on a La dû se quoi? revirer de J'ai bord. pas entendu parler de ça, moi, la COVID. Mais en plus, il y en a tellement qui reviennent en ce moment, là, genre, j'en entends partout. Bref, On s'en on sortira jamais servirait de vraiment, base. là. Continuez à vous laver les mains, Non, s'il vous plaît, tout le monde, parce que c'est c'est tout ça un de problème bord. de communauté, là. Donc, on servirait de bord, puis on a transformé, en fait, toutes nos activités qu'on faisait en présentiel, on les a transformées en ligne. Donc, cours d'éveil parents-enfants, conférences en ligne, cours de mise en forme en ligne. Donc, on a vraiment tout ça sur notre site web. C'est ça, on touche vraiment là, à plein de sujets là, qui sont vraiment intéressants. Donc, depuis là, 2020, ben, je suis exclusivement en ligne, donc j'ai plus de point de service, mais on y va dans cette direction-là. Donc, Ben, je pense que les gens sont de plus en plus habitués aussi en ligne. bon, Tu sais, avant, on aime encore ce rapport-là d'humain, là. Tu sais, moi, j'en fais oui. encore en présentiel un peu quand j'ai la chance de me promener Mhm. dans la province de Québec. Mais tu sais, je pense qu'on est devenu plus ouvert finalement en ligne, sachant que tout est devenu en ligne. Puis on a aussi cette facilité-là de dire, je me connecte 4 secondes avant que ça commence, puis j'ai plus besoin d'être pris dans le trafic, j'ai plus besoin de planifier les déplacements. Donc, je pense que ça peut rendre service à bien des parents, effectivement, le virtuel. Ah oui, plus besoin de réveiller bébé en plein milieu de sa C'est ça. sieste, pas besoin de gérer le banc d'auto parce que bébé aille ça, pas besoin de gérer la crise de l'enfant qui veut pas suivre. Fait que ça apporte vraiment beaucoup de flexibilité. Puis surtout les formules, comme nous, c'est toutes des formules préenregistrées, un peu comme tes conférences à toi aussi, là, que tu as en ligne. Donc, c'est vraiment ultra flexible pour les familles. Oui, puis tu peux arrêter aussi, tu peux revenir Oui, sur un détail que tu n'as pas compris, tu peux faire écouter ça à ton conjoint ou ta conjointe pour être certain que vous avez vraiment la même information. Donc, tout à ben, fait. c'est tout à ton honneur. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est un peu ça, hein, c'est de savoir se réinventer au bout Mhm. du jour. Donc, oui, on aimait ça le présentiel, on aimait bien voir les bébés, les mamans, mais la vie étant ce qu'elle est, ça nous a poussé à nous réinventer. Oui, ben j'en fais aussi en présentiel encore de temps en temps quand je me fais demander là, dans des organisations ou Ben, je t'avoue que moi, c'est un peu, c'est mon moment de gloire, là. C'est un peu où je me sens comme une rockstar. J'ai toujours comme un peu le goût de commencer par, je prends par exemple du soirée petit pois pour ne pas les nommer. Bonjour Saint-Bruno, tu sais, c'est comme si ça me faisait du bien, moi, de sortir de chez moi. Là, tu as dit que tu étais propriétaire. Là, c'est ça, c'est là que ça part. Je t'ai envoyé des questions, mais là, j'ai vraiment des vraies questions à moi. Tu as dit que tu étais la seule et unique propriétaire chez Bulle et Pirouette. Donc, c'est vraiment des collègues, c'est des collaborateurs, finalement. Oui, c'est ça. Initialement, on était 2 C'est ça. propriétaires, puis, mon ami d'époque a pas trippé vraiment sur l'entrepreneuriat. Donc, c'est toute Ouais. seule là, que j'ai continué
à mener le bateau. Puis, donc oui, c'est vraiment tous des partenaires là, de travail qui sont avec moi. Donc, j'ai aussi des employés, mais j'ai surtout des collaborateurs. C'est vraiment très chouette. Ben, félicitations pour, ce bel Mhm. organisme dont j'entends beaucoup parler, surtout grâce à ton défi, j'ai le goût de dire 5 Oui, jours sur le sommeil, quelque chose comme ça? ouais, c'est rendu Ouais, 3 jours, on l'a 3 condensé, jours. là. C'est plus facile pour les parents avec 3 jours que 5, mais effectivement, tu dois en entendre parler des fois. J'en entends et quand bien, je te rassure, ma chère Stéphanie, les gens sont très contents des services sommeil de chez Bulle et Pirouette. Donc aujourd'hui, ben, en fait, c'est ça, justement, je voulais sortir justement de notre relation à nous, qui est de beaucoup de parler de sommeil, puis justement exploiter Mhm. un peu un champ différent de chez Bulle et Pirouette que nous, on n'a pas chez Bedaine Urbaine. Puis c'est pour une maternité plus en douceur. Moi, je trouve Oui. ça tellement chouette, ce mot-là, parce qu'effectivement, on a un peu le syndrome de la mère parfaite, là. On voudrait toujours être Mhm. tout le temps ça coche, puis pas se tromper. Puis on a aussi cette pression-là aussi, je pense, à performer en tant que maman. Puis, Tout ben, à j'aimerais fait. ça qu'on parle de cette maternité en douceur-là parce que, justement, ben, on le sait, là, moi, je parle du sommeil, bien entendu, mais je pense que c'est vrai dans plein de sphères de la famille que les émotions de la maman sont reliées à l'enfant, puis à son sommeil, bien entendu, mais à son développement en général. Puis là, j'aimerais ça que tu nous parles justement plus à profondeur de ces fameux neurones miroirs-là qui sont, en fait, je te laisse nous l'expliquer. Oui, en fait, les neurones miroirs sont les neurones qui sont, ben, dans le cerveau, comme les autres neurones, et qui permettent en fait de détecter l'émotion ou une situation dans l'environnement qui pourrait nous influencer. Donc, si par exemple, je prends toi et moi, Marie-Pierre, puis que je dis, OK, toi, Marie-Pierre, tu es très fâchée après moi pour une situation X, Y qui n'est pas importante dans l'histoire, mais toi, tu es en train de me crier après, puis là, on se parle, puis là, tu es en colère. Bien, mes neurones miroirs à moi vont venir analyser ton comportement, ce que tu dégages, vont dire comme Stéphanie, je pense que Marie-Pierre est en colère. Donc, il doit y avoir une situation X, Y, Z qui fait en sorte que tu devrais toi aussi te mettre en colère. Tu devrais répondre à son émotion, te connecter à son émotion pour être capable d'aller dans la même direction qu'elle. Donc, puis peu importe qu'est-ce que c'est, si Marie-Pierre, elle est en colère, c'est probablement que son émotion la protège de cette situation-là. Donc, moi, comme être humain, je vais avoir besoin, envie de me protéger. Mais là, nous, les adultes, ce qu'on a de magnifique, en fait, c'est que notre cerveau est beaucoup plus développé que celui de nos enfants et on a ce qu'on appelle un cortex préfrontal, c'est la partie du cerveau là, qui est en arrière de notre front. Puis, notre cortex, mon cortex va dire que Marie-Pierre, là, elle est fâchée, là, mais comme elle n'a pas compris ce que j'ai dit dans le fond, là, c'est ridicule pourquoi est-ce qu'elle est fâchée. Donc, mon cortex va être capable de venir me rationaliser sur l'émotion que mes neurones miroirs vont avoir capté chez toi. Donc là, je vais être capable de me dire non, Stéphanie, pogne pas les nerfs pour ça, là, ça sert à rien, reste calme, tu sais, comme parle doucement, tout ça. Puis là, ben, si toi, tu continues d'être fâché après moi, ben à un moment donné, mes neurones miroirs vont prendre le dessus. Je vais me mettre à parler plus rapidement, je vais avoir chaud, je vais parler plus vite, je vais m'enfarger dans ma parole. Je vais peut-être éventuellement me mettre en colère si je vois que je ne suis pas capable de te tempérer ou que toi, tu n'es pas capable de te tempérer. Donc, nos neurones miroirs, en tant qu'être humain, viennent prendre beaucoup de place et ça, même si on a la capacité de rationaliser. Nos enfants, eux, nos bébés, mais aussi nos enfants, n'ont pas cette capacité-là de rationaliser. Donc, les neurones miroirs viennent prendre toute la place. Donc, ça veut dire que quand on a une journée plus moche, plus difficile, qu'on ne prend pas soin de soi, qu'on s'oublie complètement, ça peut être une phase, ça peut être une journée, ça peut être une heure qui est plus difficile. Mais nos enfants ressentent ça de par leurs neurones miroirs. On dit souvent que les enfants, ce sont des éponges. Mmh. C'est en fait l'explication plus scientifique du terme éponge. Euh, J'adore. fait que ça fait en sorte que c'est là où ça devient important comme maman. Là, je dis tout le temps maman, mais tu sais, on parle des parents en fait, Mmh. là, tu sais, mais ça devient important comme parent d'être capable de prendre soin de soi, d'être capable de se considérer dans l'équation. Parce que ça ne fait pas en sorte qu'on devrait toujours aller bien, puis que c'est pas vrai que de prendre soin de soi va faire en sorte qu'on va toujours avoir des belles journées, puis que les neurones miroirs de nos bébés et les nôtres font tout le temps bien fonctionner, puis être au top de leur forme, que tout le monde va être de bonne humeur. Non, c'est de le comprendre, ce concept-là de neurones miroirs, puis d'être capable d'aller se chercher de l'aide aux besoins, de réduire nos attentes aux besoins, d'être capable d'aller prendre soin de soi aux besoins, de donner la touch, de trouver une autre façon de le prendre en considération finalement dans notre équation. Parce que ça arrive là, des journées où on ne va pas bien. Ça m'arrive, ça doit t'arriver, Marie-Pierre, des Ben journées oui, où on ne va pas on est bien. Puis humaine, ben que, oui, ben oui. mais comme, ben là, Colin,
Là, je le sais que mon enfant va capter ça, cette émotion-là, mais qu'est-ce que j'en fais de cette situation-là? Ben, souvent, c'est les attentes qu'on a envers nous-mêmes qui vont être à redéfinir ou à réévaluer, mais ou les efforts qu'on a envie de mettre. Tu sais, ça se peut qu'il y ait une journée où on soit moins dans l'interaction avec notre bébé ou que notre enfant un peu plus vieux fasse peut-être un petit peu plus d'écran cette journée-là, mais tu sais, on y va en fonction de ce qu'on est capable de faire. Tout ça dans l'objectif, en fait, de se ramener à notre maternité qui devrait être un peu plus douce que ce qu'on voit habituellement chez les parents, là, tu sais. Oui, là, de viser la perfection, souvent, c'est impossible. Puis, les fameux neurones miroirs chez les enfants, ben, en tout cas, chez l'être humain, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une forme d'empathie un peu? Oui, tout à fait. Ouais. Permet de ressentir l'autre, donc de s'ajuster, puis de reconnaître aussi que l'autre a une émotion, puis de la respecter là-dedans aussi, puis, ça apporte vraiment plein de choses, là. Puis tu sais, en fait, les neurones miroirs, c'est les mêmes neurones qui s'activent, là, tu sais, quand il y a plusieurs bébés dans la pièce, puis qu'il y en a un qui Ben, tu pleure, m'as mais là, les pleuré. autres sont comme: «Wow, il y a un problème, là», tu sais? Fait que là, tous les bébés pleurent en même temps. C'est une stratégie de survie aussi, donc, tu sais, je sais que toi puis moi, on aime beaucoup ça parler de de C'était l'époque ma où est-ce prochaine qu'on question. était C'était vraiment, je m'en allais là dans notre homo sapienité. Ça doit avoir un peu des vestiges de communication oui. dans la tribu pour être certaine qu'on s'accorde sur le même diapason, là. Tout à fait, tout à fait. C'est une des fonctions qui a assuré la survie de l'être humain, là, les neurones miroirs, là, d'être capable de s'ajuster, là. Tu sais, je pense entre autres dans les clans, quand ils percevaient un danger, c'est pas nécessairement capable de le dire verbalement qu'il y avait un danger, mais d'être capable de s'échanger des regards, de comprendre l'espèce de fébrilité qui s'installe, les modes de communication, ben les neurones miroirs en font partie, là, donc Puis là, j'imagine que quand tu dis, ben, tu sais, d'apprendre à reconnaître, puis de donner de douceur, puis de reconnaître notre rôle de la maternité, puis que des fois, on a des moins bonnes journées, puis des fois, on a des meilleures journées. J'imagine que une maman qui est dans le déni total, en ce sens, qui ne va pas bien intérieurement, mais qui se, j'aime pas le mot, mais je vais le dire pareil, qui se force à être une maman souriante. mmh J'imagine que les neurones miroirs des enfants vont pas voir la façade, vont pas voir le fameux poker face. Les neurones miroirs sont vraiment connectés aux émotions internes. J'ai-tu raison? tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, on OK. aura beau avoir la meilleure poker face qu'on veut, c'est sûr qu'il y a des répercussions à quelque part qui vont être captées par l'enfant. Puis, c'est pas mauvais, là, parce que nos enfants ont besoin de grandir en ayant conscience qu'on a des bonnes et des moins bonnes journées. Puis, c'est pas vrai que nos enfants vont grandir dans un environnement où est-ce que tout le monde va être tout le temps gentil, puis que tout le monde va être tout le temps de bonne humeur, puis qu'ils n'auront pas à subir l'émotion de l'éducatrice à la garderie parce qu'elle ne file pas cette journée-là, puis que le prof qui est fâché parce qu'il y a un élève qui l'a mis en colère, puis que là, c'est le groupe qui mange le bucket. Tu sais, on aura toujours à avoir besoin de s'ajuster aux personnes qui sont devant nous. Donc, d'où l'importance d'être capable de le faire en très jeune âge parce que sans faire vivre notre émotion, on est capable de faire comprendre que on on va pas bien. Puis comme on est en relation ensemble, ben, c'est important de le considérer. Puis même si on essaie d'avoir la meilleure poker face possible, on va le faire vivre à quelqu'un à quelque part à un moment donné, puis ça va être probablement nous qui va prendre les contre-coups de tout ça, puis c'est pas d'avance, tu sais. Ou notre conjoint ou notre conjointe qui, une fois la porte Oui. fermée, va recevoir toute la pression du presto qui explose. C'est pas nécessairement mieux. Il y a personne qui mérite d'être traité comme un punching bag, n'est-ce pas? Tout à Donc, fait. très intéressant tout ça. Puis, il y a une phrase aussi que j'ai lue sur ton site internet, puis j'aimerais ça qu'on en parle ensemble, là. «J'aspire» tu dis, toi, Stéphanie, chez Mmh mh. Bébérouette, «J'aspire à ce que toutes les femmes apprennent à se prioriser pour ensuite être mieux disposées à offrir». Est-ce qu'on s'est oublié aujourd'hui dans la maternité d'aujourd'hui, dans cette pression où je rentre un peu les réseaux sociaux là-dedans, mais où il y a Mmh. des mamans qui nous donnent l'image que c'est possible d'être parfaite tout le temps, puis là, nous, inconsciemment ou consciemment, en tant que maman, on s'est mis cette fameuse pression-là d'avoir des abdominaux, faire du rôti de palette un lundi soir, des maisons propres, puis des bébés qui marchent à 10 mois puis qui font leur nuit à 3 mois, là. C'est comment Tout à qu'on fait. en est venu à tu penses, selon toi, là, ton humble avis? L'ac L'accès à l'information, premièrement, tu sais, au-delà des réseaux sociaux, l'accès à l'information, donc de savoir, d'avoir accès à toutes les recherches, tout ce qui est, les psychologues, les psychiatres qui ont fait des recherches qui nous ont amenés à savoir qu'est-ce qui est le meilleur pour le développement de l'enfant, qu'est-ce que l'enfant devrait être en mesure de faire selon son stade de développement, tout ça. Donc, qui ont mis énormément
de temps à faire des recherches sur le développement de l'enfant et sur le rôle que les parents ont dans ce développement-là, hein, parce qu'on le sait, là, si l'enfant il est pas stimulé, c'est de la faute de la mère. Si l'enfant il est bon, ben c'est la faute de l'enfant qui est bon. Puis tu sais, fait Oui, qu'on a on cette n'a jamais le espèce de mérite. On a juste les peaux, puis on n'a jamais les fleurs. c'est ça. Et puis il y a aussi les réseaux sociaux qui nous apportent à faire en sorte qu'on prend comme une capture, tu sais, une photo d'une situation où est-ce que la maman, c'est ça, elle a des beaux abdos, mais c'est le fun, mais ça a pris combien de temps pour s'entraîner pour être capable d'arriver là? Donc, c'est pas la réalité. Puis, tu sais, probablement que la maman qui a des beaux abdos, c'est pas la maman qui fait des rôtis de palettes le lundi soir, puis c'est pas non plus la maman qui a une maison qui est tout le temps bien rangée, puis c'est pas non plus la maman qui est toujours en train de bien stimuler ses bébés. Donc, souvent, c'est qu'on va prendre en modèle tellement de personnes différentes, puis on va essayer d'aspirer à tous ces modèles-là. Ça Ouais, va faire en sorte que c'est biaisé dans notre réalité, dans notre capacité d'analyse parce que finalement, si on prend juste une personne, ben, il faut aussi la prendre dans ses défauts. Donc, tu sais, il y a comme tellement il y a trop de modèles sur lesquels on veut se baser pour être capable d'atteindre une réalité qui est finalement un peu inexistante. Puis il y a aussi la montée de l'individualisme, hein. On s'entend, on est une société très, très, très individuelle où est-ce qu'on va chercher à être capable de faire toute seule. Tu sais, cette espèce de moment-là, là, vers 2 ans, là, nos enfants sont comme: «Non, moi toute seule», on dirait qu'on s'en sort jamais finalement, même à l'âge adulte. Puis on a perdu cette espèce d'esprit d'entraide-là, de village où est-ce que à l'époque où est-ce que ma grand-mère, elle accouchait de ses enfants, là, il y avait les relevailles, la famille qui venait l'aider, qui venait la supporter, puis qui s'occupait pas du bébé, là, qui faisait le ménage, le lavage, les repas pour le reste de la famille, tu sais. Donc, on a perdu cet esprit-là d'entraide, je pense. Puis donc, tout ça mis ensemble, ben, ça fait en sorte qu'on n'en demande plus d'aide, qu'on aspire à être quelqu'un, hem, qui existe peut-être même pas, puis ça fait en sorte qu'on n'est pas capable d'être doux envers nous parce que nos attentes sont tellement placées hautes qu'on a de la difficulté à avoir des attentes qui sont réalistes. Puis comme on n'atteint jamais les attentes qu'on se place de par tous ces enjeux-là, ben, je pense qu'on n'arrive pas à se prendre en considération dans l'équation, tu sais, c'est important d'être doux envers nous pour être capable d'offrir cette douceur-là, tu sais, mais moi, à je dis tout nos le temps, je enfants. dis souvent que c'est beaucoup plus facile d'aimer les autres quand on s'aime d'abord soi-même. Puis je pense Tout qu'il à y a fait. beaucoup d'amour de soi qui passe par le respect de soi, là. On sent tomber dans la lumière, puis de le trouver, l'amour, puis tout ça. Mais je pense que, tu sais, puis il y en a de plus en plus des fameux, j'ai le goût de dire des coachs de vie, là, tu sais, qui peuvent Mmh. effectivement aider les mamans à voir plus loin, puis à se reconnaître leur propre rôle Ouais. sans nécessairement que leur rôle soit influencé par. Là, j'ai Mmh. adoré ce que tu as dit, tu sais, c'est un peu un portrait robot qu'on s'est fait de la mère parfaite. Ouais, Puis j'aimerais ouais, ça stimuler mes enfants comme elle. Mais là, je vais en prendre une autre, puis elle, il va j'appeler mes enfants comme elle. Puis après ça, je vais manger comme elle, mais ça fait qu'on a plein de modèles différents, puis ça fait comme un portrait robot qui est ouais. finalement inatteignable parce que chaque personne a ses failles, même toi et moi, même si on n'a pas l'air d'avoir des failles, on en J'en a ai quand même quelques-unes, n'est-ce pas? j'en ai plein, je te confirme. Mais ce n'est pas le sujet du balado d'aujourd'hui. Là, ça m'amène la question à toi, comment tu as vécu ça, ta maternité? Est-ce que tu étais bulle et pirouette quand tu es devenue maman? Non, en fait, Mmh. ma fille, ben, moi, il faut savoir que je suis devenue maman sans avoir ma maman. Donc moi, j'ai perdu ma mère quand j'avais 21 ans, puis, j'ai fait ma vie avec avec mon mari aujourd'hui, là, mais qui a jamais connu ma mère. Puis quand on s'essayait au départ pour ma fille, là, tu sais, j'ai trouvé ça extrêmement difficile de me retrouver dans cette espèce de monde-là de la maternité, sans avoir ma propre référence. Puis j'avais seulement qu'une amie à l'époque qui avait des enfants. Donc, tu sais, j'ai accouché de ma fille, j'avais 25 ans. Clairement, mes autres amis de 25 ans n'étaient pas du tout à cette étape-là dans leur vie, alors que moi, j'aspirais vraiment à devenir maman à cet âge-là. Donc, je me suis retrouvée toute seule au milieu d'une panoplie d'informations, au milieu tu sais, c'est ça, j'avais l'impression que je nageais toute seule un petit peu dans cette espèce de Mmh. monde-là, complexe où est-ce que, je me sentais isolée, je me sentais toute seule, puis que je me suis dit: «OK, mais Stéphanie, en fait, tu as pas besoin d'avoir 25 références pour être capable de bien élever ta fille, tu as besoin d'être ta propre référence. Tu as besoin de Moi, te j'aime sentir en ça. confiance dans ton rôle, tu as besoin d'être capable de te dire: «Non, ça fait pas partie de mes valeurs, ça fait partie de mes valeurs». Donc c'était ça j'ai construit ma confiance en moi comme maman en devenant ma propre référence, en étant capable d'avoir une idée objective de l'information qui me venait,
qui venaient jusqu'à moi, tu sais, parce que même si j'ai pas ma mère, j'avais quand même des tantes, des amies, tu sais, qui sont devenues mamans presque en même temps que moi finalement, ou des nouvelles amies que je me suis faites dans la maternité qui, eux, avaient des enfants plus vieux. Donc, tu sais, tranquillement, j'ai tracé mon chemin, j'ai tracé ma voie. C'est à ce moment-là, en fait, que je me suis dit que j'avais envie d'accompagner le plus de femmes possible à être leur propre référence aussi. Puis c'est de là qu'est née Bulle et Pirouette, c'est de me dire comme c'est pas vrai que je veux que ces parents-là soient gavés d'informations puis soient pas capables de se dire non, ça c'est pas pour moi, oui, ça c'est pour moi. Mais pour être capable d'en arriver là, faut avoir un minimum d'informations puis de connaissances sur la maternité, sur l'éducation, mais tout en étant capable d'apporter une nuance, une zone grise dans dans le développement de l'enfant, dans l'accompagnement des parents, puis tout ça. Puis je pense qu'elle est là ma force, c'est que je suis jamais tranchée au couteau, toute noire, toute blanc, parce que pour moi, c'est important de se ramener au fait qu'on est des êtres humains, on est en relation avec des êtres humains. Puis ça m'a apporté vraiment une maternité complètement différente pour celle de mon garçon. Mon garçon que j'ai eu en 2016, donc en même temps que l'ouverture des portes de mon entreprise de Bulles et Pirouettes. Tu sais, il y avait 3 mois, comme la journée qu'on a fait ouvert les portes. Mais tu sais, pour ouvrir les portes, il y a comme toute la construction du local que c'est mon mari qui a fait. J'étais toute seule à la maison avec un bébé vraiment naissant, une grande fille de 3 ans et demi. Il y a tout le travail qui est fait avant là, de pouvoir ouvrir les portes. Là, donc, c'était vraiment beaucoup de travail pendant ma grossesse. Je n'étais pas toute seule, évidemment, donc ça a été plus facile, mais j'ai vécu ma maternité vraiment autrement avec mon garçon dans mon sentiment de compétence parentale, même si c'est deux enfants complètement différents, ils ont vraiment eu des personnalités vraiment très différentes. Puis j'étais vraiment différente dans ma maternité aussi. Tu sais, donc, je pense que on reste toujours en situation d'apprentissage, peu importe le nombre d'enfants qu'on a, peu importe l'expérience qu'on a, peu importe par où on est passé, le chemin reste toujours à tracer devant nous. Puis, mais j'ai vraiment compris qu'en ayant des connaissances, euh, ça fait vraiment comme une grosse différence, là, c'est sûr, à plusieurs niveaux, mais pas à tous les niveaux non plus. Tu sais, mon bébé, Nathan, qui était 0,3 mois, il a passé sa vie comme, je pense qu'il s'il pouvait rentrer d'où est-ce qu'il est sorti, il l'aurait fait, là. Euh, mais tu sais, au niveau du sommeil, tu vois, il y a eu un sommeil exemplaire. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est vraiment mes connaissances qui m'ont permis de mettre en application certaines stratégies que je connaissais pas du tout à ma fille. Ma fille que j'ai vécu pas un calvaire, elle avait un sommeil bien ordinaire, mais tu sais. Et c'est ça, il y a plusieurs comme enjeux comme ça qui se sont installés. Fait que c'est comme ça que j'ai vécu ma maternité. Puis finalement, avec aucun regret. Tu sais, aucun regret de m'être dit ah, j'aurais donc dû, ah, j'aurais aimé mieux que ce soit comme ça. Puis je pense que c'est en devenant justement sa propre référence qu'on est capable de passer par ce chemin-là, là, où est-ce qu'on regrette pas tant d'avoir fait les choses un peu comme à sa manière, tu sais. C'est drôle parce qu'on se connaît puis on se connaît pas, hein. Nous, Stéphanie, on s'est Oui. parlé plusieurs fois, mais ce que tu viens de raconter, c'est drôle, là, j'ai beaucoup de similitudes. Bon, moi, j'ai encore la chance et le privilège d'avoir ma maman, mais j'ai eu mon garçon au Mexique. J'avais 24 ans à l'époque. J'étais la première de mon cercle d'amis à avoir des enfants, un enfant. Après ça, ben, il a fallu que j'apprenne un peu sur le tas avec les valeurs mexicaines, les valeurs québécoises, mon médecin au Québec, le pédiatre au Mexique. En tout cas, j'ai vraiment vécu ça. Puis, le mot que tu as nommé tantôt, la nuance, moi, c'est exactement ça, la mission que je me suis lancée avec Beden Urbaine, d'être tellement au dépourvu avec le sommeil de mon enfant, de me dire que là, il faut absolument non seulement avoir des ressources sommeil pour pouvoir en parler de ce Mmh. sommeil-là, mais aussi d'arrêter de polariser justement pro-cododo, pro-allaitement, Ouais. pro-entraînement au sommeil. Il faut vraiment trouver, en fait, sa propre recette. Je te dis aussi quelque chose qui me fait bien rire, c'est un peu de se réinventer chaque jour, être maman. Écoute, moi, j'ai tellement focusé sur le 0,5 que j'ai oublié que mon propre fils, Jacob Olivier, allait un jour grandir et que là, je me retrouve devant l'adolescence avec comme seul outil, finalement, mon adolescence. Mais tu sais, je veux dire, déjà là, gars-fille, sans nécessairement partir un débat sur les sexes, tu sais, c'est quand même vraiment différent. Fait que oui, Mmh. effectivement, même quand tu penses que ça va bien, c'est possible qu'il y ait une autre phase de la vie de ton enfant que tu contrôles pas. Puis, Oui. être sa propre référence, j'adore ça. Non, mais on oublie l'instinct maternel que, en fait, moi, je dis tout le temps, mommy knows best. Il n'y a pas une personne sans terre de mieux outillée qu'une mère ou un parent pour savoir ce que son enfant a besoin. Fait que oui, des Tout à fait. théories, oui, apprendre, mais après ça, il faut savoir fermer le livre, il faut se fermer les yeux et dire moi, je me fais confiance, puis on y va comme ça. Puis aussi, on a le Mmh. droit de se tromper. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas Oui, personne qui a fait tout ça du premier coup. C'est tellement, correct aussi, tellement. hein?
Ah, puis tu sais, je me trompe encore, là, puis je suis pas mal sûre que tu te trompes encore aussi, puis que ça fait partie je veux dire, c'est comme ça qu'on apprend, en fait, hein. On apprend dans la répétition, puis en faisant des erreurs. Donc si on faisait jamais d'erreurs, ben, on n'apprendrait pas grand-chose, en fait, parce qu'on s'encarcanerait dans quelque chose qui est comme du connu, du sécurisant, mais en même temps, on n'aurait pas la latitude qui devient intéressante, la flexibilité dans nos routines, dans nos façons de faire, dans notre éducation qui nous permet d'être qui on est aussi. Mais je pense que c'est ça un peu la lacune que j'ai trouvée à travers l'information qu'on trouve dans les livres, dans les formations en général, c'est que on est tellement centré sur le développement de l'enfant, puis sur l'enfant, puis sur l'enfant, qu'on oublie aussi que cet enfant-là est en relation avec son parent. Tu sais, Mmh. c'est cette relation-là qui va déterminer aussi un peu, tu sais, c'est dans le même sens que ce que tu dis que c'est le parent qui sait le mieux ce que les besoins de son enfant. Et justement, mais tu sais, quand on se fie juste au livre qu'on vient de lire, on a l'impression qu'on connaît rien de notre enfant, tu sais, mais c'est dans la relation que vient s'installer, toute l'importance, en fait, de considérer autant le parent, puis de là, l'intérêt aussi de dire aux parents, puis surtout aux mamans qui ont tendance à s'oublier, de s'apporter un petit peu plus de douceur dans la maternité parce qu'elles arriveront jamais à être tout à fait optimales pour leurs enfants si elles s'oublient elles-mêmes parce que s'oublier, c'est de pas considérer que l'enfant est en relation, donc il manque un morceau dans le casse-tête, là, tu sais. Ben, c'est un peu là que je m'en allais avec ma prochaine question, tu sais, c'est l'hypermaternance, ce fameux phénomène où les mamans s'oublient complètement. Ouais. Mais, moi, c'est sûr et certain que je fais du 0-5. Fait que souvent, tu sais, on parle de l'enfant qui va partir à la maternelle, puis après ça, ben, les mamans, je les suis pas pour le prochain chapitre. Mais, tu sais, moi, j'ai toujours pensé qu'on était une entité, après ça, on devenait un couple, puis après ça, on devenait une Mmh. famille. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ces mamans-là qui s'oublient? Bon, c'est certain que, ben oui, pourraient même avoir des regrets d'avoir oublié de prendre soin de soi, mais toi, comment tu vois ça, toi, l'hypermaternance, puis ce mouvement-là de s'oublier pour nos enfants? En fait, je considère vraiment que c'est comme un mouvement qui part d'une bonne intention, tu sais, parce Certainement. qu'on est vraiment comme, tellement bombardé d'informations sur l'importance du développement de l'enfant et cetera, que je pense que la société veut faire en sorte qu'on soit vraiment centré sur nos enfants. Je pense que, il y a vraiment il y a une difficulté d'adaptation dans les couples aussi, dans l'équité en termes de, tu sais, quand on parle de charge mentale et tout ça, là, donc, il y a une incohérence qui s'installe tranquillement. Donc, souvent, il va y avoir un des parents qui est plus capable de prendre soin de lui que l'autre. Souvent, ben, la maman, avec le congé maternité qui va s'installer, va prendre plus confiance dans son rôle, va s'installer une relation un peu plus privilégiée avec son bébé, donc va souvent être la personne référence, donc va souvent avoir moins d'espace pour elle aussi pour être capable de penser à elle. Donc, je pense que l'hypermaternance, à un moment donné, c'est pas nécessairement un choix qu'on fait volontairement. Ça part d'une bonne intention, mais je pense que pour moi, c'est rempli de drapeaux rouges parce que justement, ces mamans-là, ben, elles se retrouvent avec des situations de santé mentale qui sont précaires, fragiles, où est-ce qu'on doit rattraper la balle au bon, puis là, ben, on, on se retrouve avec des mamans d'enfants âgés plus vieux qui sont comme, tu sais, combien de fois que ça m'est arrivé de demander à une mère, c'est quoi ta couleur préférée? Et qu'elle me dise, je me souviens Celle pas de mon pantoute, c'est enfant, quoi? c'est vert. Ouais, non, la C'est ça. tienne, la Je me tienne. souviens pas c'est quoi ma couleur préférée, tu sais. Mmh. OK, mais on a un travail de redécouvrir soi-même parce que quand nos enfants prennent aussi une espèce d'envol, une autonomie, puis qu'ils sont moins dans nos bobettes, ben à un moment donné, on a l'espace aussi pour retrouver quelque chose qui nous fait plaisir. Souvent, ben, on a le réflexe d'aller faire du lavage, du ménage, puis de de plier le linge, alors qu'on aurait l'espace pour peut-être aller lire un livre qu'on a aimé, qu'on veut relire, aller faire de la marche, tu sais, s'entraîner, prendre soin de nous, aller faire comme une activité pour nous, mais c'est tellement pas prôné, puis c'est tellement pas ou tu sais, des fois même c'est perçu comme étant de laisser son enfant tout seul, tu sais, combien de parents me disent comme: «Ah non, moi, on veut pas le faire garder, là, ça fait pas partie de nos valeurs». C'est correct, mais tu sais, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu sois capable aussi de te considérer dans l'équation parce qu'à un moment donné, tu vas finir par trouver ça vraiment plus difficile que tu le penses. Puis là, ben, le travail va être à repartir de zéro. Puis là, ça risque d'être difficile, tu sais. Mmh. Mais le travail de recommencer à zéro pour le parent en question, Oui, mais est-ce que justement cette hypermaternance-là peut pas avoir, j'aime pas le mot que j'utilise, mais un effet néfaste sur l'enfant qui finit par croire qu'il a vraiment besoin tout le temps de sa maman? Est-ce que ça peut avoir un impact sur son autonomie, son tout indépendance? à fait.
Tout à fait, parce qu'un enfant, tu sais, on va prendre n'importe quelle situation, là, souvent, dans l'hypermaternance, en fait, on va aller souvent au-devant des besoins de l'enfant, donc pour éviter que l'enfant soit dans une position, vulnérable, problématique, dans une situation où est-ce qu'il pourrait vivre de la colère, de la déception, de la peine. Donc, tu sais, par exemple, on va prendre une situation hyper banale, un parent qui va toujours ramasser les jouets en arrière de son enfant, tu sais, ben, ça va faire un enfant qui va grandir en sachant pas qu'il faut qu'il ramasse ses jouets. Puis des fois, c'est même pas parce qu'il sait pas, mais c'est parce qu'il se l'est jamais fait demander, parce qu'il l'a jamais fait par lui-même. C'est pas parce qu'il est pas capable, tu sais, c'est juste que le parent, il est tellement au-devant que l'enfant, ben, quand il se retrouve dans un autre contexte où est-ce qu'il faut qu'il les ramasse, ses jouets, ben là, il y a pas de moyens, il y a pas de ressources pour être capable de, tu sais, sur lesquelles il peut se baser, dire comment: «Oui, à la maison, c'est vrai, on prend mes jouets, puis on les met dans le bac. Les plus gros, on les met sur le bord du mur», tu sais? Puis fait que là, il y a pas ces ressources-là, il y a pas cette capacité-là parce qu'on lui a jamais demandé ou parce qu'on l'a toujours fait par lui-même, tu sais? Puis moi, j'aime raconter l'histoire que quand j'avais 18 ans, j'avais un chum que sa mère, elle servait tout le monde à table, puis elle desservait tout le monde de la table aussi. Puis moi, je venais sans connaissance, puis j'étais allée en appartement avec ce gars-là, puis comme il a Tu fallu que je lui desservi dise: pas mal. «Tu sais, je suis pas ta mère, je vais pas te desservir et je vais pas te servir». Tu sais, il attendait assis à la table, puis c'est pas, tu sais, je veux dire, il avait 20 ans, là, c'est pas parce qu'il était pas capable, là, mais il avait tellement pris pour acquis que c'était pas à lui de faire ça, puis que c'était tu sais, si je faisais pas la vaisselle se faisait pas, puis parce que pour lui, ça faisait pas partie des tâches qu'il avait apprises. Donc, tu sais, ces bases-là sont importantes qu'on les apprenne à nos enfants pour pas se retrouver avec des enfants de 20 ans qui s'attendent encore à ce qu'on les dessert, là. Tu sais, là, je vais loin dans mon exemple, là, mais tu sais, c'est que on a besoin d'exposer nos enfants à des moments d'ennui, des moments de solitude, des moments de frustration, de peine pour qu'ils soient capables de construire leur résolution de problèmes, leur gestion des émotions à ce moment-là, pendant qu'on est là pour les accompagner, au lieu de le faire à leur place, tu sais. Pour les outiller finalement. C'est Fait qu'en ça, fait, nous, la parentalité sert un peu de tremplin pour l'âge adulte, si je peux me tout à permettre fait. ces mots-là, ouais. On est comme, la petite voix intérieure de nos enfants, tu sais. Parce qu'après ça, à l'école, là, quand nos enfants sont pas capables de résoudre un conflit, là, ils se retrouvent un petit peu mal pris là, à la garderie aussi ou quand, justement, ils ont jamais vécu de colère parce qu'on est tout le temps là en train d'essayer de pallier puis de dire comme: «Oh non, 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 va pas là, fais pas ci, fais pas ça, faut pas que tu tombes, faut pas que tu ailles là, faut pas que tu me dises ça. OK, prends-les ton biscuit au chocolat parce que je veux pas que tu me piques une petite crise de colère». Mais souvent, quand on a envie de la colère dans un autre contexte, ben, l'enfant, il est plus importante sa colère parce qu'il est comme: «Pourquoi quelqu'un me laisse être en colère? Ça a pas de bon sens», tu sais? Oui, puis là, c'est parce que c'est Donc ton patron, tu sais, fait que là, c'est c'est ça. un peu moins le fun d'aller dans son bureau puis dire: «Moi, j'aime pas ça quand ça se passe comme ça». Mais non, je Tout à comprends fait. que c'est ça, c'est mais puis on s'entend-tu que c'est difficile quand même de trouver le juste milieu entre justement là, je parle des mamans parce que notre balado s'appelle Top Top Moms et compagnie et 98 de notre communauté sont des mamans, mais c'est très difficile, je trouve, en tant que maman. Ben là, moi, à 13 ans, parce que mon rôle a complètement changé. Là, je sers Mmh mh. particulièrement de portefeuille et de taxi. Ça, c'est vraiment mes 2 rôles premiers ces derniers temps-là. Mais l'équilibre entre la maman câlinours puis la maman éducatrice, tu sais, des fois, de dire non, c'est exactement ce que l'enfant a besoin aussi. Oui, Mais en même temps, en tant que maman câlinours, on aimerait tellement ça leur offrir tout ce qu'on oui. peut parce que, tu sais, nous autres, on peut, mais c'est pas de pouvoir l'offrir, c'est de l'offrir dans le sens que ça aide l'enfant, ça l'outille, ça l'amène à grandir. Ça veut pas dire qu'on Tout peut à pas fait. leur acheter des biscuits au chocolat pour éviter une crise de nerfs pendant que tu attends pour payer à Mmh mh. l'épicerie, là. Des fois, acheter la paix, ça fait du sens, mais il faut que globalement, effectivement, le rôle de parent, ce soit plus un rôle de soutien, peut-être pas dans les Tout à premières fait. années où le côté affectif est très important, mais ça reste Mmh mh. toujours très important, mais tu comprends ce que je veux dire, tu Oui. sais? Mais c'est pas facile de dire non non plus, là, tu sais, Mais parce qu'on non. s'expose à de la colère, à des cris, puis on le sait à quel point c'est pas confortable d'être en colère, puis que c'est pas intéressant d'avoir de la peine, puis on veut éviter ça pour nos enfants, tu sais. Fait que c'est pour ça que d'entrée de jeu, l'hypermaternance, c'est vraiment centré sur une bonne intention. Oui. C'est la limite, elle est vraiment quand ça tombe dans trop de bonnes intentions, parce que là, on est comme plus un coach pour notre enfant, on le fait à sa place, mais là, c'est là où ce que ça peut devenir problématique, mais autant problématique pour l'enfant que problématique, tu sais, pour soi éventuellement, tu sais. Ben, tu sais, on revient encore à la fameuse nuance dont on parlait tantôt, là. Tu sais, des fois, acheter la paix, c'est bien, mais des fois, dire non. Fait que c'est toujours de Mmh l'équilibre. mh. Et là, moi, je vais retourner. Moi, le mot du balado, là, je pense que ça va être ta propre référence. Moi, ça, j'ai adoré ça. Ça me trotte dans la tête depuis que tu l'as dit. J'adore ça.
Puis, une autre question qui me vient en tête, tu sais, demander de l'aide, on en a parlé tantôt, là, ça prend un village élever Oui, un enfant. Puis moi, j'ai, oui. des fois des mamans, quand on a des suivis sur le sommeil, tu sais, là, je leur dis: «Là, selon la nature de ton dernier message, moi, je pense que tu vas avoir besoin d'aide. Je pense que là, c'est plus au niveau sommeil, ça va être plus un accompagnement que tu as besoin, pas nécessairement avec une psychothérapeute ou une psychologue, mais tu sais, des gens autour de toi pour t'aider à Mmh. souffler un peu». Et souvent, la réponse que j'ai, c'est, pas textuellement, mais je suis donc bien insultée que tu me dises ça, comme si je n'étais pas capable de remplir mon rôle de mère. Alors qu'on n'a jamais Ouais. demandé aux mères de faire ça toute seule, et il me semble. Fait que pourquoi on est rendu dans une société où demander de l'aide, c'est comme si je te disais, tu n'es pas capable de le faire, alors que c'est pas ça du tout. Demander de l'aide, selon moi, c'est une preuve de courage de lever le flag, je dirais, Oui, OK, ça, je suis donc plus c'est capable, là. en fait, il y a plusieurs réponses à cette question-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que comme société, on n'est plus capable de demander de l'aide? Beh, parce qu'entre autres, c'est perçu comme un échec. Donc, c'est perçu comme un échec, c'est perçu comme je suis pas capable, je suis tu sais, souvent on va même arriver à se dénigrer, je suis pas une bonne mère si j'ai besoin de demander de l'aide pour faire ça. Puis souvent, c'est dans la comparaison aussi avec les autres. Mais pourquoi elle est capable de le faire sans demander de l'aide alors que moi j'en ai besoin? Donc, on a un sentiment d'infériorité là, quand on arrive à demander de l'aide. Il y a Ce qui la est très gêne drôle, par aussi, là. exemple, excuse-moi de te couper, mais ce qui est très drôle, c'est Oui. qu'un enfant n'a aucune honte à demander de l'aide, là. Tu sais, le plus souvent, Non. l'enfant, même son premier réflexe, s'il est pas capable de faire quelque chose, plutôt que de s'acharner à essayer de le faire lui-même, va: «Hey, est-ce que tu peux m'aider à Mhm. attacher mes chaussures? Peux-tu m'aider à fermer ma boîte à lunch?» Alors que nous, en Oui. tant qu'adultes, c'est complètement l'inverse. On n'ose pas demander de l'aide pour peut-être pas déranger aussi, je sais pas. Pas déranger aussi. Parfois, on a une fermeture de notre réseau aussi là, à Ouais. offrir de l'aide. Des fois, c'est plus complexe. Des fois, les gens n'ont pas de réseau non plus, donc ça vient Mmh. aussi interférer. Tu sais, Oui. tantôt, je parlais de la montée de l'individualisme aussi. Puis je Oui. pense que j'ajouterais aussi une notion, là, qu'est-ce qui fait que les gens ne demandent pas de l'aide? Puis tu sais, là, je vais vraiment être, surtout les mamans, là, pourquoi est-ce qu'elles ne demandent pas d'aide? C'est aussi toute la notion de perfectionnisme qui vient avec le fait de demander de l'aide, puis qu'on doit être capable de lâcher prise. Tu sais, ça ne Ça sera ça pas sera fait pas fait comme comme moi je l'aurais fait. quand je l'aurais fait, Oh, comment je l'aurais OK. fait. Ça aussi, il y a comme cette notion-là. Tu sais, j'ai vraiment envie de dire tout de suite là, que si les gens se reconnaissent là-dedans en se disant non, mais je ne le demanderai pas parce que quand ma mère elle vient m'aider pour plier mon linge, là, tout le temps tout croche, tu sais, puis ça me dérange. Mais là, si on est perfectionniste à ce point-là, probablement qu'on est perfectionniste dans d'autres sphères de notre vie, donc dans le développement de notre enfant, tout ça. Donc, je pense qu'il y a des attentes à avoir, à ajuster. Peut-être que c'est pas la bonne façon que ta mère elle vient t'aider non plus. Si plier ton linge, ça te dérange, peut-être qu'elle pourrait te préparer une batch de sauce à spag, par exemple, tu sais. J'allais donner exactement cet exemple-là, la batch de sauce à spag. Jamais C'est ça. sous-estimer une batch de sauce à spag. Des fois, c'est de repenser nos façons de demander de l'aide aussi, tu sais, sans que ce soit, perçu comme quelque chose de difficile. Mais tu sais, quand on a cette notion-là de perfectionnisme, on a souvent cette notion-là envers nous-mêmes. Donc, C'est ça. on s'exige la perfection. Ça, à ce moment-là, ben, ça, c'est comme Un couteau un à double ticket, tranchant, j'ai le goût de dire. ouais, moi, j'ai envie de dire, c'est comme un ticket highway pour, le burn-out parental ou pour Aussi. comme les difficultés là, à long terme là, parce que, cet enjeu-là, quand on est perfectionniste à tous les niveaux, ben, ça devient bien trop exigeant, puis là, ben, on tombe dans la frustration de ne pas être reconnu aussi, de pas tu sais, il y a toute cette nuance-là aussi là, de quand on est une bonne maman, puis qu'on réussit sans demander de l'aide, il y a toute la reconnaissance de ton Oui. environnement, de ton entourage. «Regarde comment est-ce qu'elle est bonne. En tout cas, moi, tu m'impressionnes. Je te trouve vraiment bonne avec tes enfants. Je trouve que tu l'as l'affaire». Donc cette reconnaissance-là, elle vient vraiment comme nous, faire grandir notre estime de soi. Donc là, si sur une facette de mon rôle de maman, j'ai besoin d'aide, ben Colin, c'est un peu comme, c'est vraiment décevant. Tu sais, c'est drôle parce que je vais faire un parallèle qui a vraiment pas rapport avec les enfants, mais que les gens vont comprendre. En fait, j'ai fait mon cours de moto il y a 2 mois, OK? Fait Oui. que je suis brand new sur ma moto, pouette, pouette, pouette. En fait, semaine passée, je fais un voyage de moto avec mes amis, puis mon mari, puis mes enfants, puis là, tout le monde me dit: «Hey Steph, t'es vraiment bonne, on dirait pas que ça fait 2 mois que tu as ton permis, tu sais, je trouve que t'es bonne, tu prends bien tes courbes, tu sais». Puis toute la fin de semaine, moi, je suis là, je me pète les bretelles, je suis comme: «Hey, tout le monde me dit que je suis bonne, c'est donc bien le fun». J'ai la tête qui passe pas d'un cadre de porte, mais tu sais,
Là, à un moment donné, tu sais, je prends un virage, puis je suis comme: «Oh mon Dieu, on est allé trop vite», tu sais, je me suis fait peur, tu sais, puis là, je me suis dit comme: «Je suis pas capable de me rendre là», tu sais, puis là, sur le coup, tu sais, tout ce qui me vient à l'esprit, c'est: «Ah, tu pas prête, tu pas rendue là, tu as poussé trop loin». Tu sais, rapidement, le cerveau s'en va en se dénigrant, puis en disant comme: «Hey, crime». Fait que, tu sais, ce moment-là que j'ai eu, c'est un peu comme quand les mamans, ils ont besoin d'aide à ce moment-là, puis c'est de dire comme: «Mais je suis tellement mieux dans les moments où est-ce que tout le monde me dit que je suis bonne, puis que je suis donc capable, versus ce moment-là, j'ai pas envie d'y aller», tu sais, ça me rend vulnérable. Donc on on n'arrive plus à demander de l'aide comme société pour plein de raisons, des raisons qui nous sont, tu sais, je pense qui sont propres à chacune des personnes qui ont cette difficulté-là. Hem Quand je donnais les cours d'éveil en présentiel chez Bulle et Pirouette, mon cours préféré, c'était le 0-3 mois avec des nouvelles mamans. Puis à toutes les semaines, je leur donnais un défi. Puis mon défi préféré, c'était je leur disais de demander de l'aide. Puis là, oh mon Dieu, mais non, je veux pas demander de l'aide. Puis je leur disais, c'est ton défi cette semaine et sans exception, toutes les personnes qui ont fait le défi m'ont dit merci. Oui. Merci, ça fait vraiment la différence. Puis je savais pas quoi demander, fait que j'ai dit à ma mère de venir tu sais, de venir désherber mes plates-bandes, puis comme elle est arrivée dans l'heure là, tu sais. Fait que c'est Avec même ses pas petits gants puis son petit râteau, puis elle était toute ça, énervée. tu sais. C'est ça, fait que c'est même pas, tu sais, elle dit tu sais, moi je pensais qu'elle allait venir en fin de semaine. Non, non, elle avait tellement hâte que je lui demande de l'aide. C'est de déconstruire ça aussi, le fait que, tu sais, les gens autour de nous sont souvent beaucoup plus prêts à aider que ce que nous, on a l'impression. Tu sais, je suis pas mal sûre que si on se mettait dans la peau de l'autre, tu sais, que si vous aviez une amie qui aurait besoin d'aide, vous seriez la première à aller l'aider, puis la première à dire: «Ça me fait vraiment plaisir», tu sais? Mais quand c'est nous, c'est comme un autre game. Donc, ça peut être, au début, j'aime ça proposer aux gens aussi de faire des échanges de services. Donc peut-être que Oui. des fois aussi, c'est moins confrontant que de demander de l'aide. Ça peut être comme une espèce de juste milieu là, peut-être De pour les parents. commencer petit à petit pour revenir experte. Mais, moi, c'est drôle parce que, je n'étais pas baleine urbaine quand je suis devenue maman, bien entendu. Puis, moi, j'ai eu de l'aide comme c'était pas possible dans mes premiers mois. Puis je regarde avec un pas de recul tout ça, puis je me dis: «J'ai donc bien été chanceuse» parce que moi, l'aide est arrivée sans nécessairement que je la demande. Puis aujourd'hui, Jacob Olivier encore super proche de sa tantine Hélène, super proche de ma mère. Tu sais, je trouve que c'est le fun aussi Mmh. de donner aux enfants d'autres figures d'attachement qui sont peut-être pas aussi importantes qu'une maman puis un papa, on s'entend, Non, mais tu sais, qui sont des figures d'attachement qui, tu sais, moi, je me dis tout le temps, si Jacob est gêné de me demander quelque chose, il va toujours au moins avoir une autre personne en qui il a confiance. Puis moi, ça, je trouve que pour l'enfant, tout à c'est fait. le fun aussi d'avoir une tribu autour de soi. C'est un beau cadeau à offrir à nos Oui, enfants, en fait. C'est ultra effectivement. important. Puis même si c'est pas nos grands-parents, je pense qu'il y a des figures d'attachement. Oui, Tu sais, ça permet aussi à l'enfant de travailler des nouvelles figures d'attachement, ce qu'il va avoir à faire avec l'intégration à la garderie, à regarde-le. l'école, dans différents contextes. Donc, tu sais, ça apporte tellement de positifs. Puis, c'est ça. Des fois, c'est pas. C'est juste qu'il faut passer par-dessus cette barrière-là qu'on s'installe comme parent. Tu sais. Mmh. Moi, je dis tout le temps que pour devenir quelque chose pour devenir bon dans quelque chose, il faut que tu te pratiques. Fait que pratiquez-vous à demander de l'aide, c'est important. Mhm. Puis, ma dernière question, pour toi, Stéphanie, c'est, 3 trucs de les pirouettes pour se ramener à l'essentiel en tant que maman. Comment on fait justement dans le tourbillon du quotidien quand tout va trop vite puis qu'on le sait qu'on aurait besoin de prendre soin de soi, mais qu'on n'est pas nécessairement capable de le faire? En fait, ben, tu sais, on a donné quand même plusieurs astuces pendant le balado, là, tu sais, entre autres, demander de l'aide, là. Demander de l'aide, ça, c'est clair qu'il t'en manque juste Ça, 2 c'est clair. finalement. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de faire des routines matinales. Donc, tu sais, là, c'est sûr que des fois, avec un enfant qui dort pas ou des jeunes enfants, c'est peut-être plus complexe, mais j'arrivais vraiment à le faire, de façon souvent, là, je le fais d'une autre façon, mais de prendre un temps pour moi le matin. Donc, ne serait-ce que 5-10 minutes dans ma journée pour juste comme écrire, faire de la lecture. Donc, mais tu sais, idéalement avant que les enfants se lèvent. Donc, vraiment de prendre un temps pour soi. Tu sais, si c'est juste de se maquiller, puis de se peigner le matin, puis que ça nous fait du bien, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on part bien notre journée. Des fois, ça fait du bien. J'aime Une bien, petite gorgée de café chaud peut aussi changer le cours d'une oui, journée, hein, c'est ça. oui, tout à fait. Puis, tu sais, si les gens ont envie d'aller chercher un petit peu plus d'informations, là, il y a tous les livres sur les Miracle Morning qui existent aussi, là, qui permettent d'être, tu sais, de décortiquer, en fait, des actions qu'on devrait faire le matin, là, comme la lecture, l'écriture, l'entraînement, boire de l'eau, faire des phrases positives, puis il y en a Sûrement de de la la méditation. méditation là-dedans, non?
Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Puis, c'est toutes des étapes décortiquées qui sont vraiment prouvées, ça nous permet d'aller chercher un bien-être. Puis sinon, ben, une autre stratégie que j'aime beaucoup utiliser, que je conseille à pratiquement tous les parents que je suis, c'est d'utiliser un cahier de gratitude, un journal de gratitude. Ça fait vraiment, une belle différence au quotidien pour être capable de revenir à l'essentiel, de prendre soin de soi, de retrouver du plaisir aussi dans sa maternité. Gratitude, c'est d'être reconnaissant pour quelque chose qui nous est arrivé, qu'on a vu, qu'on a subi, qu'on a vécu dans notre journée. D'avoir un journal de gratitude, de se coucher le soir puis d'en écrire 2, 3 gratitudes qu'on a vécues dans la journée, ça transforme la neurochimie de notre cerveau pour nous permettre d'être dans une zone de bonheur. Puis ça fait vraiment la différence. Si ne serait-ce que 2, 3 minutes par jour, on se retrouve dans un moment de bonheur, bien, ça va venir impacter positivement le reste de notre journée, de notre nuit, de notre lendemain. Puis plus qu'on en a besoin, plus qu'on est capable de le faire, plus qu'on en a besoin, puis plus qu'on en a besoin, plus que ça a une influence positive sur notre quotidien pour se reconnecter vraiment à l'essentiel. Tu sais, des fois, j'écris dans mon journal que je suis reconnaissante d'avoir vu une belle fleur, là. Tu sais, des fois, c'est comme, Oui, ça peut pas ouais, être là, pas besoin d'être très poussé, là. non, c'est ça. Puis Mmh. des fois, tu dis comme, OK, ma journée a vraiment mal été si c'est la fleur qui me rend, qui me rend contente en fin de journée, tu sais. Mais au moins, j'ai été capable de placer mon cerveau dans un mindset différent. Tu sais, la maternité, la parentalité, c'est beaucoup une question de mindset, c'est beaucoup une question d'attente, c'est beaucoup une question de relation. Puis je pense qu'il faut être indulgent envers soi-même. C'est important d'être capable de le faire. Il faut développer de l'autocompassion, il faut être capable de relativiser. C'est super important. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie, mais juste de prendre le temps d'écouter ce balado-là aujourd'hui, puis de s'être rendu jusqu'ici, là, dans l'écoute. Clairement, les gens ont envie tu sais, ont déjà fait, je trouve, un premier pas sur le chemin à prendre pour être capable de se remettre un petit peu au centre de leur univers. Il y avait une belle image sur les réseaux sociaux qui circulait là, il n'y a pas si longtemps, qui était une maman qui arrosait, qui avait un arrosoir de fleurs. Elle arrosait son enfant avec un arrosoir de fleurs. Puis elle avait un arrosoir de fleurs aussi qui la remplissait, tu sais, qui remplissait comme Mmh. son corps. Je trouvais ça tellement beau puis tellement parlant comme image parce que si on n'en a pas d'arrosoir, nous, qui nous remplit, on ne sera pas capable de remplir nos enfants, tu sais. Donc, avec notre arrosoir de fleurs. Donc, c'est une belle image qui démontre exactement ce que les gens ont besoin de savoir, ont besoin de mettre en place pour être capable tu sais, de s'offrir, pour être capable d'offrir, tu sais. Si, mettons, on aurait besoin de Bulles et Pirouettes pour être notre arrosoir dans notre maternité, comment on fait pour te retrouver, ma chère Stéphanie? En fait, sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook, entre autres, un petit peu Instagram, mais je suis vraiment pas très Instagram dans la vie. Tu as le droit. Sinon, Tu ben, as mon encore le droit en 2023 de pas être réseaux sociaux, pas en tout aussi, tu sais. ma Facebook, c'est comme ça me suffit pour l'instant. On a, des capsules sur YouTube aussi, donc sur, notre chaîne de Bulle et Pirouette et évidemment notre site web, le bulleetpirouette.com. Donc si les gens ont envie s'ils ont besoin d'un suivi parce que si je travaille aussi avec, travailleuse sociale, psychoéducatrice, intervenante psychosociale qui travaille avec moi, donc dans la section de nous contacter, là, c'est super facile de pouvoir, venir nous écrire puis nous envoyer des courriels. Parfait. Donc maintenant, Top Top Mom, tu sais comment ajouter Bulles et Pirouettes à ta tribu bienveillante. Merci beaucoup, Stéphanie, pour cet entretien. Ma foi, qui a passé trop vite encore une fois. Va falloir qu'on se revoie une deuxième fois, certainement, sur le balado Top Top Mom et compagnie. Merci beaucoup de ton temps. Merci pour tes judicieux conseils. Tu es vraiment une femme d'exception. J'adore collaborer avec toi. Je te dis à très bientôt. Merci Marie-Pierre, merci beaucoup pour l'invitation. À la prochaine. Bye. Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.